elle sera parfaite en sachant que une telle perspective va mettre en cause la stabilité de notre pays, la sécurité nationale et autoriser les Congolais non plus à contester seulement la légitimité de ceux qui gouvernent, mais à contester du vieux débat la légitimité des institutions. Et nous serons dans une crise qui peut jeter le pays au bord de la radicalisation. À se demander si ceux qui veulent le changement de la Constitution aujourd'hui ne sont pas complices dans la radicalisation de notre pays. Il ne peut plus faire l'objet de l'esprit. Et cette fois-là, la désacralisation des textes qui est le pacte social devient une source de crise. C'est pourquoi les conditions de stabilité sont celles qui se donnent facilement ou qui s'adonnent facilement à l'exercice de révision. L'une d'entre elles, nous avons expliqué en grande partie la Constitution française en est à sa 26e révision. Et c'est accepté parce que c'est la meilleure façon de respecter une constitution. Mais ici, parce que c'est de notre constitution comme ça, lorsque on essaie dans son article 220, on vous dit rapport républicain de l'État, la durée et le nombre de mandats du président de la République. Ainsi que de vivre ensemble. Je disais merci à la modération et aux organisateurs pour l'invitation qu'ils ont bien adressée afin de pouvoir partager aujourd'hui à cette conférence sur le droit de l'homme et à l'autre de notre constitution. Le thème qui m'a été attribué que je dois aborder, qui me semble autant d'actualité mais aussi assez provocateur parce que au centre des grands débats en ce moment, c'est un thème qui porte sur les mécanismes possibles de révision ou de remplacement de la Constitution comme possibilité de renforcer notre souveraineté et intégrité internationale. Je vais aller très vite par l'historique de cette Constitution que nous appliquons aujourd'hui. Aussi rapidement rappeler que dans la mise en place d'une constitution, une nouvelle constitution ou une nouvelle normativité, il y a toujours un texte aussi, une option où chacun avec un morceau de territoire a utilisé comme mécanisme de chantage pour essayer de souhaiter voir être intégré à la constitution une fois. Mais sinon, en prenant l'équité par exemple de l'unité, les belligérants, ceux qui avaient des armes en fait, sont rassurés. Après avoir commis autant de crimes, ils viendraient circuler tranquillement sans être inquiétés. Une façon de plus de venir à la justice, on peut plutôt renforcer. Alors, depuis sa mise en place, l'objectif principal, j'insiste, l'objectif principal pour lequel la Constitution a été mise en place, c'était la paix. Et la conjuration de la pratique de conquête du pouvoir par des armes. Et on constate encore malheureusement que son ambition jusqu'aujourd'hui, en aucune période de pas de 7 jours s'est passé sans qu'il y ait au Congo une personne qui se soulève pour tenter de prendre le pouvoir par des armes. Ce qui signifie que cet objectif a été radicalement un échec. Et donc la Constitution faite pour garantir la paix et l'intégrité du territoire n'a pas pu atteindre cet objectif de son adoption de l'idée jusqu'aujourd'hui parce que nous avons été toujours confrontés à cette tentative SNL, 23, tous les mouvements que nous sommes là sont des essais, des tentatives pour les uns et les autres de conquérir le pouvoir par l'État. En ce qui concerne les droits humains, nous avons ici, par exemple, constaté que la plupart des droits consacrés par cette constitution ont été des lignes de notre manière bafouée. Nous avons dit que nous pouvons, par exemple, l'enseignement qui aujourd'hui est pratiqué comme droit de l'homme, la gratuité, l'accès, l'enseignement
effectivement un caractère obligatoire qui demande à être appliqué. Il y a la stabilité de transition. La Constitution elle-même prévoyant le mécanisme d'assurance qui stabiliserait les décisions, notamment en s'assurant des principes du constitutionnalisme moderne, la limitation du pouvoir, la séparation du pouvoir et le respect des droits de l'homme, en visant des interférences très inquiétantes entre les principaux pouvoirs au niveau central, mais aussi des interférences stabilisatrices entre l'État central et les provinces, avec notamment le mécanisme de collaboration avec l'Assemblée provinciale des gouvernements provinciaux, mais aussi avec les mécanismes de répartition des richesses déterminées par la Constitution entre l'assiette fiscale provinciale et l'assiette fiscale nationale. Le principe, par exemple, de l'égalité à la source et le transfèrement de charges aux provinces n'ont pu être respectés parce qu'on a constaté que c'était tout simplement difficile que cela soit respecté. Et la décentralisation est même plus belle, jusqu'à parce que la première élection de cette décentralisation ayant été organisée au 4e plutôt 3e cycle électoral et à ce jour, des pouvoirs sacralisés de provinces, cette fois-là, régionalité, entité territoriale de décentralité, qui aussi ont été verrouillées par le fameux article 220. Sont mis et poussés par les références culturelles de la justice qui a imposé le système d'immunité des actes de l'Assemblée, par exemple, soit par le gouvernement central dans la vie des assemblées provinciales par décision du ministre de l'Intérieur. Et ça, nous avons vécu de manière aussi récurrente, des détenus et la position n'a pas été du tout respectée en cette matière. Mais aussi, c'est aujourd'hui que le gouvernement que ceux qui siègent au Sénat, par exemple, l'article du Congo, ne sont pas naturellement des personnes qui veulent siéger au Sénat parce que les mécanismes de conquête siègent au sénatorial, nous le savons, c'est généralement ce braquage financier qui passe par un marchandage, un marketing de députés provinciaux qui ne finissent par installer dans l'exercice des décisions nationales comme au Sénat, des personnes qui n'ont pas vocation, qui n'ont pas été éléments. Encore que ces décisions pour compter sur, par exemple, les relations partisanes, ont dit les partis politiques peuvent faire l'encadrement des élus et les indépendants qui sont librement élus sénateurs là où ils ont récolté un député, c'est-à-dire en tournant dans la volonté du peuple souverain qui les a élus. Et pour tout ceci, on n'a pas suffisamment de temps. Dans d'autres raisons, il y a eu le débat de savoir s'il était nécessaire de réviser, tout simplement de repenser cette constitution. Je ne vais pas le postulat, la proposition de révision. Ça a été pour moi accepté par tout le monde, parce qu'il y en a eu une en 2011 qui a pris un certain nombre de mesures que pendant le débat, notamment le fait que déjà, l'article 220 qui dévie l'état d'article de la Constitution a été touché lorsqu'on a permis, par exemple, que le chef de l'État s'arroge le pouvoir de révoquer le gouverneur de province et que le parquet qui, au début, était appuyé à la justice et de l'indépendance, le pouvoir de l'élection judiciaire a été à nouveau attaché à l'exécutif et devenant ainsi son place équipée. C'est pas ailleurs, c'est pas le problème. Que nous avons vécu. Et dès lors, lorsqu'on demande est-ce qu'il y a une meilleure façon de respecter une constitution que sa révision? Donc, la meilleure façon de respecter une constitution d'un pays, c'est la réviser. Parce que lorsqu'on ne révise pas la constitution, alors qu'il y a des effets qui sont politiciens ou d'intérêts communautaires qui s'élèvent contre certaines dispositions de la Constitution, on se retrouve dans une situation où l'on vit avec une Constitution pleine d'actifs d'ornement qui ne peuvent plus faire l'objet de respect. Et cette fois-là, la décentralisation d'un texte qui est le pacte social devient une source de crise. C'est pourquoi les constitutions de stabilité sont celles qui se donnent facilement ou qui s'adonnent facilement à l'exercice des révisions. L'une d'entre elles que nous avons expliqué en grande partie,
la Constitution française en est à sa 26e révision. Et c'est accepté parce que c'est la meilleure façon de respecter une Constitution. Mais ici, parce que c'est que notre Constitution pour ça, lorsque on essaie en son article 220, on vous dit la forme républicaine de l'État, la durée et le nombre de mandats du président de la République, c'est plutôt une affaire de 90% d'articles avec une constitution où, de l'article 1er à l'article 10 de la forme ne sont pas révisables. Lorsque vous prenez la suite de la durée, le nombre de mandats du président de la République ne sont pas révisables. Nous nous retrouvons devant ces exigences, telles qu'il faut améliorer le système électoral des sénateurs véritablement élus, issus de la volonté du peuple siège du Sénat. Il y a pendant sa campagne présidentielle de resserrer la décentralisation, c'est-à-dire de la ramener qui aujourd'hui est une entité déconcentrée. Ça signifie que c'est une révision qui débrouillerait, nous devons la changer. C'est là que nous pensons aujourd'hui que c'est une violation de la Constitution. Parce qu'elle-même a demandé pour la révise. Nous disons merci. Je crois qu'on va revenir dans l'échange de Tlanga qui va nous entretenir avec la stabilité de la guerre de Boukoumou, la cohésion nationale, la cohésion d'une révision, et nous sommes dans les constitutions en ce moment. Bon, exercice délicat, mais ce n'est pas le sentiment d'un seul, c'est la loi. Et le problème que nous avons dans ce pays, c'est celui de respecter la loi. Puisque nous sommes en faculté de droit, il faut savoir ce que c'est que la loi. La loi est cette norme qui s'impose aux puissants, qui s'impose aux peuple. Et je parlais de la discipline parce que chez nous, ceux qui accèdent aux responsabilités veulent se dédier en réalité du respect de la loi pour être affranchis et les soumettre à la loi que les plus peuple. Pourquoi je le dis? Quand vous suivez ceux qui sont favorables, non pas à la révision de la Constitution, parce qu'ils disent révision, mais ils parlent de changement de la Constitution. Tous ceux qui sont favorables au changement de la Constitution vous avancent ici des arguments où ils vous expliquent que la classe politique n'a pas respecté la Constitution. Et donc, du coup, cette Constitution n'est pas bonne. On l'a pas mise en œuvre, donc il n'est pas bonne. Mais il manque de dire qu'en réalité, s'ils avaient respecté la Constitution, vous serez dans un ordre beaucoup plus harmonieux où l'état de droit, la stabilité, le respect des droits de liberté des citoyens, la gouvernance économique et financière de l'État serait aussi. Et donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que l'énonciation même du thème, où on veut faire croire que pour défendre l'intégrité, l'indépendance nationale, il faut aller vers la révision ou le changement de la Constitution, et que ceux qui sont pour le maintien de la Constitution ne seraient attirés que pour consolider la démocratie et une représentation territoriale. Parce que la vraie réalité, c'est que la Constitution de 2006 est la synthèse de notre histoire. Et puis, ces références dans d'autres moments historiques importants où nous sommes retrouvés, notamment en 1964, pour faire la Constitution du 1er août 1964. Si vous faites un tableau de correspondance entre les dispositions de la Constitution de 1964 avec la Constitution de 2006, vous allez trouver beaucoup de similitudes et il y a beaucoup de dispositions qui sont écrites d'ailleurs mot à mot. Et donc, les arguments comme quoi la Constitution a été élaborée par les étrangers et l'étranger, c'était l'argument qui était à la route. L'argument comme quoi l'article 217 le protège par la souveraineté et ne serait pas suffisamment fort pour que l'intégrité territoriale soit protégée est évidemment faux. Pourquoi? Parce que ceux qui parlent de l'article 217 par exemple
ne vous disent pas que l'article 217 ne dispose pas des intégrité du territoire et que cette constitution a signé ce point. Après, on va dire la constitution n'est pas bonne. 2. En ce qui concerne l'intégrité du territoire, ce n'est pas l'article 226. L'intégrité du territoire, c'est assuré par les forces armées dont le régime primitif est dans la Constitution et il revient au pouvoir public d'organiser ces services pour qu'il soit efficace, que nous ayons une armée de dissuasion capable de défendre notre intégrité du territoire. Et donc ce n'est pas en allant justifier sur l'article 217 que l'on retrouve le sens d'une bien meilleure constitution. Autre chose, la différence, parce que j'entends souvent, et mon prédécesseur m'a dit, l'honorable Sada, comme candidat à l'élection présidentielle, vous avez soutenu le projet de révision. D'abord, je voudrais dire aux gens de la majorité que je n'avais pas besoin d'un porte-parole pour vous parler de cette question et que je peux en parler tout seul. La révision de la Constitution ne bloque pas 90% de la Constitution. Je sais que les juristes n'aiment pas les chiffres, mais dire que 90% des dispositions de la Constitution sont bloquées en termes de révision, c'est complètement faux en termes de réalité. Nous pouvons compter, on peut modifier beaucoup les dispositions de la Constitution. La Constitution est révisable. Et j'ai soutenu une révision. La révision, ça veut dire qu'il y a des dispositions qu'on peut améliorer parce que la Constitution reste une œuvre perfectible. En revanche, tenant compte de notre histoire, des méfaits que nous avons connus, comme une société constituée, nous nous sommes dit qu'il y a des dispositions que l'on ne peut pas toucher. Et ces dispositions, c'est quoi? Le nombre et la durée des mandats du président de la République. Pourquoi? Parce que nous avons connu dans ce pays pendant 32 ans, à la faveur de modifications successives de la Constitution de 24 un pouvoir où un président peut renouveler éternellement ses mandats et rester au pouvoir. Et nous avons combattu cela. Et quand on a discuté de la Constitution, on a conçu qu'un Congolais qui a mûri pendant 9 mois dans le ventre de sa mère et qui est né, ne pourra plus exercer plus de 2 mandats comme président de la République. Et ça, c'est une révolution. 2. La forme, quand on dit la forme républicaine de l'État, c'est très astucieux. Le Congo ne peut pas devenir une monarchie. Pourquoi? Je vais dire. Le Congo ne peut pas devenir une monarchie. Vous savez, on a parlé de Mobutu, roi de Zaïre, sans savoir la qualité de roi, mais on savait qu'il était éternel, Seko, et il pouvait rester au pouvoir. C'est pourquoi on dit la forme républicaine, directement ou indirectement, ne peut pas être appliquée et donc le nombre et la durée des mandats est limité. Autre chose, quand on parle des problèmes, les grands problèmes que nous avons dans notre pays, les grands problèmes politiques, de tous les temps, pas depuis il y a rien, depuis 1960. C'est quoi? La forme de l'État. C'est l'équilibre qu'il faut trouver entre les fédéralistes et les unitaristes. La séparation de pouvoir. La séparation de pouvoir, mais aussi l'équilibre de pouvoir. Pour ceux qui sont favorables à un pouvoir absolu et personnel, ils se disent la séparation de pouvoir est une contrainte, ne permet pas au président d'agir. Mais le président, il a la majorité dans toutes les assemblées, il a été élu, proclamé avec un support élevé, et donc il a les moyens d'agir. Qu'est-ce qui l'empêche donc d'agir? Il ne faudrait donc pas que la classe politique, par indiscipline, par incompétence, ne puisse trouver des refuges, des limites d'action dans une révision, dans un changement de constitution qui donnerait des pouvoirs importants à un seul et restaurerait la dictature, chose justement que nous avons combattu et que nous n'avons plus voulu pour notre pays. Je terminerai en disant, en matière de
il y a deux choses qu'il nous faut éviter. Je vois que tout le monde veut mettre toutes les questions de la nation dans la Constitution. Ce n'est pas le but. La Constitution résout les grands problèmes. Il reste à côté, il y a des lois organiques, des lois ordinaires qui peuvent résoudre le problème. Je suis très étonné de voir que, ça ne pas dans le débat, qu'il y a des questions qui peuvent être résolues par le biais de la loi, on en ramène le sujet au niveau de la Constitution. Je suis même étonné de voir que ceux qui gouvernent depuis des années n'aient pas appris suffisamment pour se dire que la Constitution est la loi fondamentale, vous avez des lois organiques, des lois ordinaires, mais après vous avez des politiques publiques qui, dans un secteur donné, conduisent l'action du gouvernement. Et que ces politiques publiques s'inscrivent dans les cadres de planification. Je suis un activiste de plan et je peux vous en parler avec suffisamment d'autorité pour dire qu'aujourd'hui, tous ces instruments, les lois de finances sont déconnectés de la planification. Alors, les gens maintenant qui se promènent ici sans boussole ne peuvent pas égarer toute la nation en disant le problème c'est la Constitution. Parce que ce que l'on recherche dans le changement de la Constitution, il n'y a qu'un bénéfice, un effet différent. C'est de remettre le compteur à zéro, le mandat présidentiel, et permettre à ceux qui ont déjà été présidents de la République à 2 reprises puissent solliciter un nouveau terme qui qualifie de nouveau mandat. Or, la population dans son ensemble, ce n'est pas vers ce sens de l'histoire qu'il veut aller. Un conseil que je voudrais donner, il n'est pas de moi qui est tiré de Portalis. Portalis était un grand réformateur. Quand on faisait le code civil, le code de la première époque en France. Et Portalis a donné un conseil. Il a dit ceci. Gardez-vous. Gardez-vous. Parce qu'il faut être sobre en nouveauté en matière de législation. Parce qu'il est possible, dans une institution nouvelle, de calculer les avantages de la théorie nous offre, mais il ne l'est pas de connaître tous les inconvénients que seule la pratique peut découvrir. Or, s'agissant de la Constitution de 2018, nous connaissions toutes les limites que la pratique nous avait données par là. Ensuite, quand on a le doute entre le bien et le mieux, quand on ne sait pas si ce que l'on recherche est de l'ordre du bien ou du mieux, c'est-à-dire que c'est en dehors de la perfection, parce que personne ne peut produire une constitution dite parfaite. Tout est perfect. Quand on est là, il faut se garder que les corrections que l'on accorde aux abus ne puissent porter des dangers que la correction elle-même a voulu empêcher. Il serait donc absurde aujourd'hui de dire aux gens, nous allons vous donner une nouvelle constitution, elle sera parfaite en sachant qu'une telle perspective va mettre en cause la stabilité de notre pays, la sécurité nationale et autoriser les Congolais non plus à contester seulement la légitimité de ceux qui gouvernent, mais à contester du vieux débat la légitimité des institutions. Et nous serons dans une crise qui peut jeter le pays au bord de la balkanisation. À se demander si ceux qui veulent le changement de la Constitution aujourd'hui ne sont pas complices de la balkanisation de notre pays. Les témoins vivants de cette Constitution de 2006. Les termes de référence ont été envoyés le 2 décembre, le 5 décembre. Moi, je les ai vus hier, victimes de notre système d'électricité et de connexion. Et aujourd'hui, j'ai tâté un peu mon téléphone pour télécharger la Constitution. Je n'ai pas réussi à télécharger. Là, ici, dans le troisième slide. Donc, j'ai un problème de ce point de vue-là. Mais en même temps, je les remercie parce que, m'ayant placé à la fin
j'ai la possibilité de profiter de tout ce que les autres ont dit. Et je ne vais pas m'en priver. Je me rends compte que je ne peux pas faire le bilan de la Constitution. On ne fait pas le bilan de la Constitution. Et ceux qui se sont hasardés à faire le bilan de la Constitution, vous les avez entendus dans les médias sociaux, c'est les doyens de Sambo, c'est le professeur Mata, ils en ont dit toutes les louanges nécessaires. Ils ont fait le bilan de la Constitution. Tout à l'heure, Madame a dit ce qu'elle disait, mais elle a fait la critique, non pas de la Constitution, mais de la pratique de la gouvernance. Parce que la Constitution, de ce point de vue-là, de son point de vue, est correcte. Même quand elle dit que sous la colonisation, il n'y avait pas les droits reconnus aux femmes, mais c'était le produit de la société, la culture du moment. Comme vous avez dit ici que c'est Alexis, que la femme ne représentait rien, je ne crois pas qu'aujourd'hui sa propre femme ne représente rien. Moi-même, ma femme est professeure d'université, je ne crois pas que quoi que ce soit l'ait empêché. Elle a enseigné beaucoup de vos responsables ici, l'abbé Léonard, Monseigneur Monco, Monseigneur celui de Vira, c'était ses étudiants. Et donc, ça fait que c'est une question de mentalité, peut-être locale. Quand on parle de la place de la femme, ce n'est pas une question de tribu, c'est une question de mentalité. Moi, je connais un ami, un voisin du Bandundu, qui était cadre de banque. Quand il est mort, sa femme s'est retrouvée dehors. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de la faute de la loi. Ce sont les villageois qui sont venus imposer la culture, entre guillemets. De telle sorte qu'aujourd'hui, moi je ne vais pas faire le bilan de la Constitution. Elle a élaboré un certain nombre de dispositions, c'est ce qu'on appelle le léger lata, c'est le droit posé, le droit positif, et ce qui reste, c'est une question d'application, d'exécution de cette loi. J'ai peur que l'on considère que les défaillances humaines soient attribuées à la Constitution elle-même. Je crois qu'il faut faire il ne faut pas non plus, je prends toujours une précaution de langage, parce que je sais qu'à certains moments, les journalistes se sont crus capables d'interpréter mes propos et ça m'a attiré des amis. Je ne dirais rien ici contre ni les propos, ni la personne du président de la République. Je le connais très bien. Je dirais même qu'à un moment donné, nous avons été très proches, mais j'en veux à ceux qui, soi-disant, le conseillent. Et je parle à l'aise parce que je suis de ceux qui, au moment de cette construction 2006, ne m'étaient pas battus pour établir un niveau très élevé d'études pour le président de la République. Il n'a pas besoin d'être docteur, 3 fois docteur, etc. Le président de la République. Ça avait semblé bizarre. On dit, mais comment toi tu es universitaire, tu ne veux pas que l'autre, ce n'est pas nécessaire. Le président de la République est l'homme le mieux entouré et
peut être entouré de toutes les sciences, de toutes les compétences de ce pays. Et il se met en position de cela. Donc moi je m'en veux à ceux qui l'entourent, j'en veux à ceux qui l'entourent, et qui, sachant cela, l'induisent en erreur. Sachant qu'il ne maîtrise pas tout, et je vous dis, il n'a pas l'obligation de tout maîtriser. Pour les aspects techniques, ce n'est pas le rôle que je donne là. Et donc, je suis à l'aise de dire qu'il n'a pas l'obligation de tout maîtriser. Il doit pouvoir compter sur toutes les connaissances et les compétences dont dispose la République. Et ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. Vous avez vu en France un premier ministre qui était instituteur d'école dans sa formation et qui a été l'un des meilleurs ministres de France. Donc c'est pas ça. Alors, mais tous ceux qui étaient autour du pouvoir allèguent leur connaissance, leur diplôme, etc. Pour se présenter devant le chef de ceux qui savent et qui peuvent lui dire des choses, mais qui au contraire les induisent en erreur. À cela, je crois que même la population le fait en pouvoir. Parce que tout ce débat est sorti d'abord dans les médias sociaux. Le président de la République n'était rien là-dedans que le 23 octobre, et qui s'en gagne. Le débat est vieux. Il faisait déjà plus d'1 an qu'il était dans les médias. Et vous verrez que tous les arguments avancés aujourd'hui ont cheminé progressivement dans les médias sociaux. Tous ces messieurs qui ont visé l'article 9, l'article 51, l'article 217, après on a ajouté 215, mais ce sont des messieurs qui n'ont aucun pouvoir, mais qui croient savoir et qui ont parlé. Le frère Marquet, d'ailleurs, que le domaine du droit est celui qui revendique que tout le monde, même les seigneurs lettrés. Tout le monde se croit capable de parler du droit. Mais pourquoi? Parce qu'on croit que c'est le plus facile. Si c'était le plus facile, tout le monde deviendrait docteur en droit en claquant les doigts. Mais parce qu'il y a trop de prétentions politiques. Je suis un juriste rigoureux, mais en même temps, je suis le premier à reconnaître que le droit a une fonction idéologique. Il faut savoir établir l'équilibre entre la rigueur, c'est-à-dire traiter le droit sans état d'âme, et la fonction idéologique du droit. Alors, je parlerai non pas du bilan, je parlerai de l'établissement de la Constitution de 2006. Félix, qui est Joseph Kabila et le gouvernement qu'il avait, d'attenter à l'autonomie des peuples consacrés, les résultats des luttes politiques de toutes les forces politiques et sociales. Il y a eu, et même avant 60, 58, 59, un débat intelligent entre deux options fondamentales. Le professeur l'a rappelé tout à l'heure, mais ça ne date pas de la CNS, ça date de 60, entre les fédéralistes et les unitaristes. Il fallait trouver un moyen terme. Et ce moyen terme, ça a été cette forme qu'on appelle aujourd'hui hybride, qui permet de trouver, de donner satisfaction aux militaristes parce que l'État est sur des bases unitaires, et aux fédéralistes parce que nos provinces ont leur autonomie. Et l'autonomie s'exprime dans l'existence des gouverneurs
élus localement, qui sont des autorités provinciales et des assemblées provinciales. Maintenant, il y a des difficultés entre leur fonctionnement, mais c'est tout à fait normal. Quand il y a un adjoint, un titulaire et un adjoint, on a toujours trouvé des difficultés dans leur rapport. Dans notre pays, on a eu tendance, à un moment donné, ça s'était passé. On a supprimé les adjoints. Ce n'est pas résoudre le problème. On a supprimé les adjoints. Vous n'êtes pas suffisamment âgé, ni n'étiez déjà pas assez averti. À un moment donné, on a supprimé les adjoints parce que ça créait des problèmes avec les titulaires. On est revenu dessus parce qu'on croit que c'est utile. Aujourd'hui, on voulait supprimer les assemblées provinciales parce qu'il y a des problèmes avec les gouverneurs. Oui, moi je vous ai dit, j'étais induit en erreur. Je viens d'apprendre seulement que c'est tous montrer les axes qui pourraient inspirer ceux qui ont des questions. Je ne vais pas répondre aux allégations qui avaient été. Mais ce n'est pas pour. Il peut y avoir des problèmes, notamment de fond. Ce n'est pas une solution. Je vais terminer référent. J'ai entendu récemment un groupe politique n'ont pas résolu les problèmes, il faut changer. Il n'y a pas dit pourquoi les remplacer. Je comprends. Il a dit que ce n'est pas suffisant, mais il ne dit pas pourquoi il faut le remplacer. Je l'ai dit. Ah ouais, j'ai peur.